Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective vétérinaire pour s'attaquer à une énigme médicale qui est souvent une véritable course contre la montre, l'entérite proximale chez le cheval. Tout commence avec des signes qui ne trompent pas et qui sont très alarmants. Alors, imaginons la scène. On a un cheval adulte, en pleine détresse. Il a des coliques, sa température grimpe en flèche et visiblement quelque chose bloque complètement son système digestif, ce qui provoque un reflux gastrique vraiment impressionnant. Ces symptômes, ce sont les toutes premières pièces de notre puzzle. En médecine, pour y voir clair, on cherche des schémas récurrents. Et dans ce cas précis, le schéma est limpide. Cette fameuse combinaison fièvre, colique et reflux forme ce qu'on appelle la triade clinique. C'est notre indice numéro 1, celui qui nous met immédiatement sur la bonne piste, celle de l'entérite proximale. Ok, observer les symptômes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour vraiment comprendre ce qui se trame, il faut plonger au cœur de la machine, au niveau biologique. Quelle est la mécanique qui se cache derrière cette fameuse triade clinique? Eh bien, voici le principal coupable. L'ilius fonctionnel. En gros, l'inflammation de la première partie de l'intestin grêle est tellement forte, tellement intense, qu'elle paralyse littéralement les muscles de la paroi intestinale. Le transit, il est à l'arrêt complet, c'est le point mort. Pour se faire une image, c'est un peu comme un gigantesque embouteillage sur l'autoroute digestive. L'inflammation, c'est l'accident qui bloque tout. Le trafic, donc le transit, s'arrête net, et tous les fluides qui sont produits en continu par l'estomac et l'intestin, eh bien, ils s'accumulent en amont du blocage. Cette accumulation devient si massive qu'elle n'a pas d'autre choix que de remonter, et c'est ça qui provoque ce reflux si caractéristique. Bon, on a une théorie solide, qui repose sur la triade clinique et le mécanisme de l'ilus. Maintenant, il faut passer de la théorie à la pratique et trouver des preuves tangibles. Concrètement, comment le vétérinaire fait-il pour transformer un soupçon en diagnostic certain? C'est là que la boîte à outils du détective entre en jeu. D'abord, l'examen clinique, pour confirmer les signes extérieurs. Ensuite, l'étape cruciale, le sondage nasogastrique. Obtenir des litres et des litres de reflux, c'est un signe qui ne trompe quasiment pas. Après, on passe à l'imagerie. L'échographie permet de voir directement l'inflammation, avec des parois intestinales tout épaissies et immobiles. Et enfin, pour boucler la boucle, on peut analyser le liquide abdominal pour confirmer l'état inflammatoire général. Voilà, le diagnostic est posé. La situation est critique. Il n'y a pas une minute à perdre. L'action doit être immédiate, massive, intensive. Voyons voir le plan d'intervention pour tenter de sauver le patient. La réponse, c'est une véritable offensive sur 5 fronts. Premièrement, il faut vider l'estomac en continu pour éviter qu'il ne se rompe, ce qui serait fatal. Deuxièmement, une perfusion massive, agressive, pour combattre la déshydratation sévère. Troisièmement, des anti-inflammatoires pour éteindre l'incendie. Quatrièmement, des antibiotiques, parce qu'une infection bactérienne est très souvent de la partie. Et enfin, cinquièmement, des médicaments qu'on appelle procinétiques, comme la lidocaïne, pour essayer de relancer la machine et de redémarrer le moteur intestinal. Mais attention! Un bon diagnostic, ce n'est pas seulement savoir ce que c'est aussi, et surtout, savoir ce que ce n'est pas. Plusieurs autres maladies peuvent ressembler à s'y méprendre à l'entérite proximale. Ce sont des imposteurs, et il faut les démasquer un par un. Le premier suspect sur la liste des imposteurs, c'est l'entéropathie proliférative. Ça touche aussi l'intestin, mais les indices ne collent pas tout à fait. La question se pose, est-ce que les symptômes pourraient nous jouer un tour et pointer vers cette autre maladie ? Analysons les faits, point par point. En fait, ici, l'élément clé, c'est la carte d'identité du patient. L'entérite, elle, touche les chevaux adultes. L'entéropathie, c'est une maladie de jeunes, de poulains qui viennent d'être sevrés. Et en plus, le signe clinique qui domine tout n'est pas le reflux, mais une chute dramatique des protéines dans le sang. Imposteur et masqué. Passons au deuxième imposteur, la colite dorsale droite. On a bien une inflammation, oui, mais elle n'est pas du tout au bon endroit. Il y a un indice, un seul, qui permet de faire la différence quasi instantanément. Lequel ? La différence, elle est purement anatomique. L'entérite, ça se passe dans l'intestin grêle, donc au début du système digestif. La colite, comme son nom l'indique, ça touche le côlon, le gros intestin, qui est bien plus loin sur le trajet. Un problème dans le côlon ne peut donc absolument pas, physiquement, provoquer un reflux gastrique. C'est une impossibilité mécanique. Affaire classée. Le troisième suspect, là, est un peu plus retors. La duodénite ulcéreuse, elle, se situe dans la même zone anatomique. La confusion est donc facile. Si la scène du crime est la même, il va falloir chercher des indices beaucoup plus subtils pour faire la part des choses entre les deux pathologies. Et ce sont les détails qui font toute la différence.
La fièvre, un des piliers de notre triade, est en fait assez rare en cas d'ulcère duodénaux. Et puis, même s'il peut y avoir un peu de reflux, il n'atteint jamais, au grand jamais, l'évolution impressionnant qu'on observe dans l'entérite proximale. C'est vraiment l'intensité des signes qui nous donne la clé. Allez, notre dernier imposteur. Cette fois, ce n'est pas une maladie interne, mais un empoisonnement. La toxicité à la cantharidine. Les signes gastro-intestinaux peuvent être tout aussi sévères et se superposer. Alors, comment savoir si la cause est une toxine venue de l'extérieur plutôt qu'une inflammation interne? La différence, c'est que la toxine, elle, laisse des traces de son passage un peu partout. Contrairement à l'entérite, qui est bien localisée, l'intoxication à la cantharidine va irriter toutes les muqueuses, de la bouche jusqu'à l'appareil urinaire. La présence de sang dans les urines ou des lésions dans la bouche, ce sont des signes d'alerte qui pointent directement vers un empoisonnement. Après avoir écarté tous les imposteurs, on en revient à notre conclusion de départ, qui est d'ailleurs parfaitement résumée par cette citation: la triade, c'est la signature de la maladie. C'est l'ensemble de ces indices qui, une fois réunis, résolvent l'affaire avec une quasi-certitude. Et pour terminer cette analyse, une question pour bien fixer les idées. Face à un cheval en colique, un symptôme malheureusement très fréquent, quels sont les 2 signaux d'alarme qui doivent immédiatement faire penser à une situation bien plus grave qu'un simple bouchon, et donc potentiellement à une entérite proximale? Les 2 signes à ne jamais ignorer, ce sont bien sûr la fièvre et le reflux.